Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition de référence sur Inside News RDC. Nous sommes le mercredi 3 décembre 2025. C'est un honneur de vous retrouver pour décrypter ensemble les événements majeurs qui façonnent notre nation, de l'effervescence diplomatique à Washington aux réalités du terrain dans nos provinces. À la une de ce soir, un tournant historique ou un énième papier sans lendemain. Tous les regards sont tournés vers les États-Unis. Le président Félix Tshisekedi est arrivé à Washington où l'attend une signature cruciale pour la paix dans l'Est sous le parrainage de Donald Trump et en présence d'une dizaine de chefs d'État. Nous analyserons les enjeux de cet accord alors que sur le terrain, les armes continuent de crépiter. Justement, le paradoxe est sanglant. Alors que la diplomatie s'active, le Sud Kivu s'embrase. Les FARDC et les rebelles du M23 s'affrontent violemment pour le contrôle de positions stratégiques comme Katogota et Kamanyola. Sur le plan économique, une avancée majeure pour nos infrastructures, le projet du port sec de Kasumbalesa se concrétise enfin avec la signature d'un contrat de concession de près de 600 millions de dollars, une bouffée d'oxygène attendue pour le désenclavement. Et puis, dans notre page sportive, les léopards face au casse-tête de la FIFA. La préparation pour la CAN 2025 au Maroc est chamboulée et certains cadres pourraient manquer le début du stage. Restez avec nous, l'information vérifiée est complète. C'est tout de suite sur Inside News RDC. Entrons directement dans le vif du sujet avec cette actualité brûlante qui se joue à des milliers de kilomètres de Kinshasa, mais dont l'impact pourrait être décisif pour notre avenir. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé aux États-Unis. Le chef de l'État a atterri tard dans la nuit de mardi à ce mercredi à Washington. Il répond à l'invitation de son homologue américain, Donald Trump, pour une cérémonie d'entérinement de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, prévue ce jeudi 4 décembre. L'événement prend une ampleur diplomatique considérable. Le département d'État américain a confirmé à la délégation congolaise une présence exceptionnelle. Outre les trois protagonistes, Donald Trump, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, une dizaine d'autres chefs d'État ou leurs représentants sont attendus pour témoigner de ce moment. Parmi eux, les dirigeants de l'Angola, du Kenya, du Togo, de l'Ouganda, ainsi que des représentants du Qatar et des Émirats arabes unis. Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, et Tina Salama, porte-parole du chef de l'État, ont par ailleurs animé une conférence de presse aujourd'hui même à Washington pour lever les zones d'ombre sur ce texte. Car il faut le dire, les interrogations sont nombreuses. Félix Tshisekedi a été clair devant la diaspora en Serbie. Il n'y aura ni brassage, ni mixage des troupes et l'intégration économique régionale reste conditionnée au retrait pur et simple des troupes rwandaises de notre sol. L'accord, qui comprend 5 dispositions principales dont la cessation des hostilités et le désarmement des groupes armés, est perçu comme un instrument contraignant. Mais la méfiance reste de mise. Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République, a salué ce mercredi l'initiative américaine tout en nuançant « Pour lui, cet accord extérieur ne suffit pas s'il n'est pas accompagné d'un dialogue national inclusif ». Pendant que les stylos s'apprêtent à signer à Washington, les canons tonnent au Sud Kivu, illustrant le fossé tragique entre les salons diplomatiques et la réalité du terrain. La situation est extrêmement volatile ce mercredi dans la plaine de la Ruzizi. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont annoncé hier, mardi 2 décembre, avoir repris le contrôle de 3 localités stratégiques, Katogota, Kaziba Centre et Point Zéro. Le sous-lieutenant Mbouyi Regan, porte-parole de l'armée dans la zone, a affirmé que l'ennemi a subi d'énormes pertes et a été mis en déroute. Cependant, les rebelles de l'AFC M23 ne s'avouent pas vaincus. Des combats intenses ont repris tôt ce matin à Katogota avant de s'étendre vers Kamanyola. À la mi-journée de ce mercredi, la cité de Kamanyola se retrouve coupée en deux. La partie sud est tenue par les forces loyalistes, tandis que la partie nord, vers la frontière rwandaise, est occupée par les rebelles. Les conséquences humanitaires sont désastreuses. Des milliers de civils tentent de fuir. Si les frontières vers le Rwanda étaient fermées hier, elles ont été rouvertes aujourd'hui pour laisser passer des réfugiés congolais désespérés, laissant derrière eux des maisons incendiées et des infrastructures détruites. Les FARDC accusent formellement la coalition AFC M23, soutenue par Kigali, de multiplier ses attaques pour saboter l'accord de paix imminent. Dans ce contexte de crise, une information nous parvient du Canada. La Gendarmerie royale du Canada a interpellé lundi Willy Manzi-Garambe, un haut cadre de l'AFC M23. Détenteur d'un passeport canadien,
il tentait de transiter par Montréal pour rejoindre les États-Unis, potentiellement en lien avec les événements de Washington. C'est une dénonciation citoyenne qui a permis cette arrestation, le Canada interdisant formellement à ses citoyens toute appartenance à des groupes terroristes. Plus au nord, en Ituri, un incident inquiétant s'est produit entre forces alliées. 2 militaires des FARDC ont été tués hier mardi lors d'une fusillade avec des soldats de l'armée ougandaise, UPDF, à Djougou Centre. L'altercation a pour origine l'arrestation de 2 civils par les forces ougandaises. Les échanges de tirs, impliquant des soldats ougandais apparemment en état d'ébriété, ont également causé la perte de matériel militaire et d'une importante somme d'argent. Une enquête est en cours pour apaiser cette tension entre partenaires. Enfin, une note d'espoir dans la province de Kinshasa, sur le plateau des Bateke. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a lancé hier l'opération pilote de désarmement de la milice Mobondo à Mbankana. Plusieurs combattants ont rendu les armes, marquant, nous l'espérons, le début de la fin de ce conflit communautaire qui a endeuillé le Grand Bandundu et l'ouest de Kinshasa. Revenons à Kinshasa, où l'actualité parlementaire est particulièrement dense. Le gouvernement est sommé de s'expliquer devant la représentation nationale. L'Assemblée nationale tient ce mercredi une plénière dédiée au contrôle parlementaire. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre en charge des Transports, est attendu de pied ferme. Il devra répondre aux questions pressantes des députés sur l'état délabré du secteur, infrastructures vieillissantes, insécurité routière chronique et désordre dans le transport aérien. Simultanément, au Sénat, c'est la question énergétique qui est au cœur des débats aujourd'hui. Le ministre des Ressources hydrauliques, Aimé Sakombi Molendo, fait face à une question orale avec débat concernant la politique de desserte en électricité et surtout l'état d'avancement des mythiques projets Inga 3 et Grand Inga. Les sénateurs exigent de la transparence sur les financements et les raisons des délestages intempestifs qui paralysent l'économie. En province, la politique réserve parfois des rebondissements inattendus. Dans la Tshopo, le gouverneur intérimaire Didier Lomoyo et le maire de Kisangani ont été rappelés d'urgence à Kinshasa par le VPM de l'Intérieur. La raison officielle évoque une consultation, mais les observateurs lient en cette convocation à un incident survenu lors d'un meeting lundi. Le gouverneur intérimaire a, par inadvertance, cité le nom de l'ancien président Joseph Kabila, en voulant vanter les actions de l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi. Bien qu'il se soit corrigé immédiatement, l'erreur est devenue virale. Plus grave, cet incident a mené à des atteintes à la liberté de la presse. Des agents du gouvernorat ont séquestré un journaliste, confisqué son matériel et formaté son téléphone pour empêcher la diffusion de ce lapsus. Une intimidation inacceptable dénoncée par les structures de médias locaux. Dans le reste de l'actualité politique provinciale, au Sankuru, le député et opposant Emery Okunji tire la sonnette d'alarme. Il dénonce les tracasseries à outrance de la Direction générale des recettes du Sankuru, DGRSA. Il pointe du doigt des taxes imaginaires, comme celles sur le contrôle technique, alors qu'aucun centre n'existe, et des fonds qui n'arriveraient jamais dans les caisses de l'État. Au Bas-Uélé, l'Assemblée provinciale a adopté hier le projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2026. Chiffré à plus de 133 millions de dollars, ce budget priorise les infrastructures et l'agriculture, bien qu'il soit en baisse de plus de 16% par rapport à l'année précédente. Pour clore ce chapitre législatif, notons une avancée sociale importante. L'Assemblée nationale a jugé recevable la proposition de loi portant protection des droits des personnes du troisième âge. Ce texte prévoit, entre autres, la prise en charge par l'État et des priorités d'accès aux services pour nos aînés. Passons à l'économie. Dans un pays continent comme le nôtre, la logistique est le nerf de la guerre et une nouvelle majeure vient d'être annoncée pour le Grand Katanga. Le gouvernement congolais a signé lundi, via l'OGFREM, le contrat de concession pour le port sec de Kasumbalesa avec le consortium sud-africain Yellowstone. Ce projet colossal, évalué à près de 600 millions de dollars, vise à désengorger ce poste frontalier névralgique. Selon le VPM Jean-Pierre Bemba, ce port sec générera un gain économique cumulé estimé à 1 milliard de dollars et créera 2000 emplois directs. Les infrastructures prévues sont modernes, parking pour 2000 poids lourds, entrepôts sous douane extensibles et même des dortoirs pour le personnel. C'est une étape clé pour faire de la RDC un véritable hub logistique régional. Cependant, tous les chantiers ne suscitent pas le même enthousiasme. Sur la route nationale numéro 1, au Kasaï oriental, la tension est vive.
La visite du ministre des Infrastructures, John Banza, a révélé un fossé béant entre les promesses et la réalité. À Kenankuna, la population a manifesté sa colère contre l'entreprise JMC, accusée de n'avoir réalisé aucune avancée notable en près d'un an sur le tronçon Katende-Kabeya-Kamwanga. Pire, à Mbuji-Mayi, sur 14 km de voirie prévue, le bilan est jugé inquiétant par l'OVD avec des travaux non conformes. Le ministre a promis des mesures et le retrait du marché à cette entreprise est désormais réclamé par la rue. Dans le Grand Katanga également, le secteur de la construction traverse une zone de turbulence. L'entreprise générale Malta Forest, EGMF, un géant historique, a annoncé la mise en congé technique de son personnel de voirie dans le Haut-Katanga, le Lualaba et le Tanganyika. L'entreprise évoque des tensions contractuelles inhabituelles. C'est une première dans l'histoire centenaire de cette société, bien que ses autres secteurs d'activité restent opérationnels. Enfin, un appel à la prudence en Ituri. L'administrateur du territoire de Mambasa alerte sur l'état du pont Teturi, vital pour la liaison avec le Nord Kivu. Les mâchoires de l'ouvrage se desserrent, nécessitant un entretien urgent et le respect strict des tonnages par les transporteurs pour éviter une catastrophe similaire à celle de mars 2023. L'actualité sociale est marquée par des drames humains qui se répètent, mais aussi par des initiatives de solidarité. À Bukavu, la psychose des incendies ne faiblit pas. Lundi encore, plus de 20 maisons sont parties en fumée sur l'avenue de la Presse au quartier Ndendere. Ce nouveau sinistre porte le bilan effrayant à plus de 2000 maisons calcinées dans la ville en seulement 7 mois. Si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer cette fois, les dégâts matériels sont immenses et les pompiers sont, une fois de plus, arrivés tardivement. La population vit dans la peur constante de voir tout son vécu disparaître en quelques minutes. À Kindu, dans le Maniema, on tente d'anticiper les catastrophes. Le maire a lancé un projet pour réduire les risques d'inondation, un phénomène devenu annuel. L'objectif est de préparer la communauté à réagir avant que le drame ne survienne, plutôt que de subir. En Ituri, le territoire d'Aru a débuté une vaste opération de relocalisation des réfugiés sud-soudanais. Environ 30 000 personnes vivant trop près de la frontière sont en train d'être identifiées et déplacées vers des sites situés à plus de 50 km à l'intérieur des terres, conformément aux normes internationales de sécurité. Une opération soutenue par le HCR pour protéger ces populations vulnérables. Terminons cette page société par une note de justice. À Kinshasa, la prison centrale de Makala se désengorge légèrement. Le ministre de la Justice a procédé lundi à la libération conditionnelle de 61 détenus de cet établissement, portant à 114 le nombre total de libérations sur l'ensemble du territoire national cette semaine. Une mesure qui vise à humaniser le milieu carcéral et à encourager la réinsertion. Le sport pour finir, avec l'effervescence autour de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. La préparation de nos fauves pour la CAN Maroc 2025 s'annonce comme un véritable parcours du combattant. La FIFA a décidé de ne libérer les joueurs internationaux que le 15 décembre, réduisant drastiquement le temps de préparation avant le début du tournoi le 21 décembre. Sébastien Desabre doit donc composer avec un casse-tête logistique. Déjà, le club anglais de Sunderland a annoncé qu'il ne libérera pas nos internationaux Noah Sadiki et Arthur Maswaku avant cette date butoir, les privant du match amical prévu contre l'Angola le 13 décembre. Malgré ces vents contraires, le ministre des Sports, Didier Budimbu, reste confiant et a appelé à l'unité sacrée autour de l'équipe, fixant l'objectif ultime, remporter le trophée. Pendant ce temps, le Maroc a dévoilé les 9 stades qui accueilleront la compétition. Des enceintes ultramodernes comme le complexe Prince Moulay Abdellah de Rabat ou le stade Mohamed V de Casablanca sont prêtes à vibrer. Les Léopards évolueront notamment au stade El Barid de Rabat, un lieu qui leur porte chance puisqu'ils y ont déjà battu le Cameroun. Sur le plan national, le championnat de l'EPF Kin se poursuit. Le FC Afedik a réalisé une belle opération en battant PJSK 3-1, confirmant sa bonne forme cette saison. La Coupe du Congo lance ses préparatifs. La Lifkin a ouvert les inscriptions pour les clubs quinois jusqu'au 25 décembre. Enfin, coup de chapeau à nos dames du basket. Le BCCNSS est arrivé au Caire en Égypte pour représenter la RDC à la phase finale de la Ligue africaine de basketball féminin, WBLA. Elles affronteront les meilleures équipes du continent du 5 au 17 décembre. Bonne chance à nos ambassadrices. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce mercredi.
Retenons donc que les prochaines 24 heures seront décisives pour l'avenir sécuritaire de notre pays avec cette signature attendue à Washington, tandis que nos forces armées continuent de défendre l'intégrité du territoire au sud Kivu. Inside News RDC s'engage à continuer de vous fournir une information vérifiée, en temps réel, loin des rumeurs et de la désinformation qui pullulent sur les réseaux sociaux. Je vous quitte avec cette pensée pour alimenter votre réflexion. La paix ne se signe pas seulement avec de l'encre sur du papier, elle se construit avant tout avec la volonté sincère des cœurs et la justice des actes. Espérons que les actes suivent les signatures. Pour les éditions de ce jeudi et vendredi, j'aurai le plaisir de céder ce fauteuil à ma collègue Serena, qui vous accompagnera avec le même professionnalisme pour décrypter la suite de cette semaine cruciale. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos éditions spéciales et de nos enquêtes exclusives. C'était votre servante, Sonia, pour Inside News RDC. Prenez soin de vous et de notre beau pays. Bonsoir